Madame, bonsoir, monsieur, merci d'être avec nous. Je vous souhaite la bienvenue aux 20h, le tout premier 20h des jours ouvrables de cette semaine. Des manchettes municipales 2013, le contentieux préélectoral des listes de candidats se poursuit à la chambre administrative de la Cour suprême à Yaoundé. Des rejets en cascade sur l'ensemble d'un recours déjà examiné. Le point avec notre reporter dans ce journal. En Égypte, les autorités intérimaires restent fermes. Le général Abdel Fattah promet une répression fatale contre les pro-Morsi, le président déchu. Des parents d'élèves dénoncent l'augmentation des frais d'APE dans plusieurs établissements scolaires du secteur public dans la ville de Douala. Qu'est-ce qui fait la cause? Retrouvez-nous dans la seconde partie de ce journal. Ce sera le débat avec notre invité. Je vous retrouve dans un très court instant pour les détails. Madame, monsieur, bonsoir une fois de plus et merci de nous retrouver sur le 20h. De la politique à l'ouverture de la première partie de ce journal municipal annoncé pour le 30 septembre de cette année au Cameroun. Le contentieux des listes électorales ouvertes ce matin se poursuit à la chambre administrative de la Cour suprême, c'est à Yaoundé. 250 recours au moins sont sur la table du juge administratif sur ces requêtes examinées depuis ce matin. Beaucoup de rejets. Où est-ce qu'on en est jusqu'ici? Notre reporter à Yaoundé en direct de ce journal, Marcelin Gangso, bonsoir. Bonsoir Pénélon. Alors, quelle est la situation à la chambre administrative de la Cour suprême à Yaoundé? Comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, l'audience ouverte, il était 9h30 ce matin, se poursuit ici, dans la salle d'audience où les magistrats de la chambre administrative de la Cour suprême poursuivent donc l'examen. 169 recours qui ont été adressés à la haute juridiction, soit par les partis politiques, soit par certains candidats, et même dans certains cas, par des électeurs. Nous sommes en ce moment rendus à l'examen du 27e recours introduit donc auprès de la Chambre administrative de la Cour suprême. Depuis ce matin, on a assisté à une cascade de rejets, et seuls 2 cas ont prospéré. Jusqu'ici, il s'agit de la réhabilitation de la liste conduite par l'Union nationale pour la démocratie et le progrès au niveau de Consamba Premier. Il y a également le cas de l'UDC qui a été rétabli dans ses droits par la haute juridiction. Pour revenir au cas de l'UDC, puisque c'est le cas qui a suscité beaucoup d'encre et de salive ici à la Cour suprême, et bien il y a un militant du Social Democratic Front qui avait donc saisi la chambre administrative de la Cour suprême pour demander simplement que la liste conduite l'UDC à Fumban soit invalidée, pour la simple raison que dans cette liste figurait un militant qui appartiendrait encore au SDF. Et bien le militant en question est apparu tout à l'heure ici même devant la Cour suprême. Il a déclaré haut et fort qu'il avait démissionné du Social Democratic Front. Il a d'ailleurs produit tous les documents et à la fin de son témoignage et après avoir écouté les différentes parties, Clément Tangana, qui conduit la chambre administrative de la Cour suprême, a donc déclaré irrecevable et a donc rejeté la demande formulée par le SGF, ce qui donne donc du poids à l'Union démocratique du Cameroun, qui va donc compétir finalement dans la circonscription de Fumban, qui est d'ailleurs le bastion de ce parti de l'opposition. Et c'est plutôt mal parti pour le RDPC, qui a estimé logiquement, c'est de bonne guerre, que cette liste serait rejetée pour que le RDPC puisse être en position, n'est-ce pas, au niveau de Fumban, où triomphe l'UDC. Voilà donc ce qu'on peut retenir de cette longue journée d'audience ici à la salle d'audience de la Cour suprême à Yaoundé. Et on le rappelle, il y a 269 et non 267. Nous avons approché un avocat tout à l'heure qui nous a fait savoir qu'il y avait 2 recours qui avaient été acheminés au niveau des tribunaux administratifs, qui sont revenus au niveau de la chambre administrative de la Cour suprême. Et donc, avec les 267 autres, ça donne un total de 269 recours qui doivent être examinés par les magistrats de la Cour suprême qui, depuis ce matin, n'ont même pas encore pris de pause. Cela dit, on est parti pour certainement 2 ou 3 jours à la nuit où vont les choses, Fénélon. Une véritable course contre la montre, Marcelin Gangsob. On peut dire que la nuit reste très longue pour le juge administratif. Absolument. D'ailleurs, il y a quelques-uns qui somnolent de temps en temps. Et je ne voudrais pas vous décrire l'attitude et des candidats et des militants et même de certains responsables politiques qu'on
qu'on a vu ici à la Cour suprême, le cas de Jean-Jean Etindi qui a été obligé de partir parce que son recours est inscrit au 122e rang dans le rôle de l'audience de ce jour. Et donc, il a estimé que même par magie, il ne pourrait pas passer. Aujourd'hui, s'il est rendu à plus de 20 heures, on n'en est qu'à 27 cas déjà examinés depuis ce matin. Donc, Jean-Jean Etindi a dû quitter la Cour suprême, tout comme de nombreuses autres parties dont les affaires n'ont pas encore été enrôlées. Et si logiquement, on devrait se limiter à ce qu'on a vu jusqu'ici, on peut tabler sur 3 ou 4 jours au minimum pour examiner l'ensemble des recours qui ont été introduits auprès de la Chambre administrative de la Cour suprême. C'est long. Merci, Marcelin Gangsop, beaucoup de courage à vous. Madame, Monsieur, le contentieux préélectoral des listes de candidats pour les municipales annoncées pour le 30 septembre de cette année au Cameroun se poursuit donc à la Chambre administrative de la Cour suprême à Yaoundé. Jusqu'ici, 27 recours déjà examinés sur plus de 250 qui ont été déposés par des formations politiques. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Nous restons en politique pour évaluer le processus électoral camerounais, indiquant que les cartes d'électeurs sont indisponibles à l'antenne communale d'élections Cameroun à Douala 2e. La plainte est celle des électeurs qui dénoncent le dilatoire des responsables de cette antenne, des responsables qui se défendent tout de même. Mitterrandam et Flok Tanko Bensi. Théophile Kanke est devenu régulier à l'antenne communale Elekam de Douala 2e. Il s'y rend de manière fréquente depuis quelques semaines pour entrer en possession de sa carte électorale. Je me suis inscrit depuis le 11 juin 2013. Ça fait 3 fois de suite que je passe, je ne trouve jamais de carte. On dit toujours que les cartes ne sont jamais arrivées. Je ne sais pas où les cartes sont perdues. Tout comme Théophile, Mohamedou est invité par des responsables communaux de l'ECAM de Douala 2e de prendre son mal en patience. Plus de 5 fois comme je l'ai repassé, bon, le premier jour que j'étais venu, on m'a dit qu'après 45 jours, je reviens. Je suis revenu après 45 jours, on a dit que ce n'est pas disponible pour le moment. Réunis autour du chef d'antenne communale et l'ECAM de Douala 2e pour faire le point, chefs traditionnels et hommes politiques ne manquent pas de décrier ces insuffisances. Où les populations ont eu l'impression qu'on devait voter avec les cartes d'identité. Le deuxième fait, c'est le fait pour les populations d'arriver avec leur récépissé à l'ECAM. Pour certains, on leur dit que les cartes ne sont pas encore disponibles. On leur demande de revenir en septembre. Donc voilà les deux faits qui ont essayé de décourager un peu les populations. La réponse de Zachary Mohamedou Abdou, chef d'antenne, ne s'est pas du tout fait attendre. Dans la deuxième, nous sommes à pratiquement 69% des cartes déjà distribuées. C'est peut-être pas encore élogieux parce que nous avons, n'est-ce pas, le souci de faire, n'est-ce pas, 100%. Même si ce sera de l'ordre de l'illusion, nous allons devoir nous approcher de ces 100%. Nous comptons pouvoir distribuer toutes les cartes des électeurs qui se sont inscrits à Douala 2e et pratiquement pour les 28 000 personnes qui restent parce qu'il ne s'agit que de ceux-là qui sont concernés au jour d'aujourd'hui. Des déclarations qui, selon des potentiels électeurs, ne sont pas du tout rassurantes. Et à l'antenne communale d'élections Cameroun pour l'arrondissement de Douala 3e, la situation n'est non plus gaie. Les inscrits se plaignent des lenteurs qui leur imposent un martyre remarquable. Dani Warenze de Flok Tanko Bensi. Une fois la mare d'eau et le tas de boue bravés, l'on accède à l'antenne communale Elekam de Douala 3e. Ici, une foule venue entrer en possession de leur carte s'impatiente. On ne nous sait pas, on est là, tu donnes la carte, on attend, c'est déjà 2 heures de temps. Pour retirer la carte, le dollar. Ceux qui ont réussi à retirer leurs pièces électorales disent avoir souffert le martyre. J'ai fait 2 jours, ce qui veut dire je viens le matin à 8 h, je trouve tout un rang fou. L'affluence ne diminue pas. Tu es obligé de revenir le lendemain, occuper la première place. Quand bien même tu viens à la première place, c'est peut-être à 10 h qu'on commence à te servir. Le temps monte, des éclats de voix se font entendre. Ce sont des personnes dont les cartes ne sont pas du tout disponibles. Moi j'ai payé le transport maintenant, je vais marcher à pied, arriver à Yassa, continuer là-bas en Côte d'Ivoire, Coco. Et revenir encore, même la carte, je n'ai pas, je reviens encore quand.
On va voter comment? On va voter même qui? On vote qui? Et les CAM n'a pas suffisamment de personnel et en plus n'ont pas suffisamment de matériel pour pouvoir faire la distribution des cartes. Il est inadmissible que zone comme Douala 3e, qui est la plus grande mairie du Cameroun, soit encore de la bouche même du chef d'antenne à 35%, c'est inadmissible. Le chef d'antenne tente de relativiser la situation. Or, vous savez, le problème des Camerounais, c'est que quand vous attendez pendant 5 minutes, vous estimez que vous avez attendu pendant 5 heures. Il y en a qui sont inscrits à partir du mois de mai. Et on leur a demandé d'attendre que leur carte soit disponible. Elles le seront avant le 30 septembre. Toujours est-il qu'il y a la chance de prendre toutes les dispositions que tous les Camerounais aient leur carte. Des potentiels électeurs de Douala 3e qui disent perdre patience menacent d'abandonner leur carte électorale à Elekam. Visiblement, la distribution des cartes d'électeurs prend du plomb dans l'aile à quelques semaines seulement du double scrutin annoncé pour le 30 septembre de cette année. Une échéance électorale qui a commandé le déplacement pour l'ouest du Cameroun de 2 membres du conseil électoral de l'ECAM. Le professeur Eli Bobda et Monseigneur Dieudonné Ouatio ont échangé avec les partis politiques en lice pour le double scrutin du 30 septembre de cette année. Des explications sur le déroulement du vote ont été apportés à l'occasion. À l'ouest du Cameroun, nous retrouvons notre reporter Jérôme Narcisse Sobze. Le professeur Elim Bobda et Monsieur Dieudonné Ouatio, tous membres du conseil de l'ECAM dans la région de l'Ouest, viennent de boucler une tournée de travail dans leur ressort de compétences afin non seulement d'échanger avec les autres acteurs du processus électoral en vue des élections coupées 2013, mais aussi et surtout de faire une mise au point aux différents responsables locaux de l'ECAM. Déplorons le fait que les partis politiques semblent s'accrocher au fait que l'ECAM avait déclaré que l'on pouvait voter avec les cartes d'identité. De manière récurrente, les populations semblent démobilisées par cette information de l'ECAM. Nous sommes en train de rectifier cela en demandant aux populations d'aller retirer massivement leurs cartes électorales, leurs cartes biométriques, parce que le gouvernement ne peut pas dépenser autant d'argent pour fabriquer des cartes électorales et à la fin, ils ne vont pas les chercher au motif qu'on peut voter avec la carte d'identité. Au cours de cette séance de travail, les partis politiques ont également leur mot à dire. Particulièrement touché par la qualité du message. J'ai l'impression, même pas l'impression, je pense que cette tournée vaut de tout son pesant d'or, dans la mesure où dans la population il y a eu beaucoup de confusion, surtout quand le même organe a laissé croire qu'on pouvait voter sans carte électeur. Je crois que là, on vient là de rectifier. Le code électoral a été lu et je pense qu'à l'issue de cette rencontre, nous allons envoyer des messages sur le terrain pour demander aux populations d'aller retirer leurs cartes. C'est donc un scrutin délicat et très sensible. C'est ainsi qu'un appel a été lancé par les 2 membres de l'ECAM afin que les populations de la région de l'Ouest votent le jour J dans le calme et dans la sérénité. Quelques faits de société dans ce journal Images de justice populaire. La scène se déroule à Komba. Komba, c'est une localité à Bonabéry dans la commune d'arrondissement de Douala 4e. Le nommé Dani est surpris en flagrant délit de vol par des populations qui le passent à tabac jusqu'à ce que mort s'en suive. Ces 2 présumés complices continuent de courir. Le récit des faits, c'est avec Robert Mokobe et Viviane Kamwa. Le quartier Komba à Bonabéry est en ébullition. Le sommeil de ses habitants a été troublé par la capture d'un présumé bandit, bien connu sous le nom de Dani. Cette nuit, aux environs de 2h30, c'est là qu'on a eu une information par un bensiquineur qu'on est en train de casser un bar, il est quasi sorti. C'est là que nous sommes rabattus. Le temps pour nous d'arriver, on a trouvé que les populations étaient déjà sorties. Il a été saisi par les populations alors qu'il s'était introduit dans ce bar par cette ouverture. C'est le casier vide là. Il voulait enlever le casier vide pour pouvoir trouver l'espace là où il doit entrer. Au moment de sa capture, il était en compagnie de 2 autres personnes qui ont pris la poudre d'escampette. C'est celui du dedans qui a finalement été récupéré. Donc, eux ont fui. Il a cité les noms avant de mourir, pendant qu'il agonisait. Les noms qu'il a cités, nous connaissons bien ces gars-là, nous savons qu'ils sont les casseurs, puisqu'ils sont activement recherchés par la police. Des noms qui ont été aussitôt transmis aux éléments du commissariat central numéro 3, descendu sur le lieu. L'enquête se poursuit.
Tension dans l'air dans la zone industrielle de Bassas et dans la ville de Douala. Des ex-employés d'une société d'exploitation de bois revendiquent le paiement de leurs droits. Les infortunés ont manifesté leur mécontentement ce lundi devant les locaux de l'entreprise TRC cédée à un tiers à Pranton. Claude Quoi et Julingue. C'est la rentrée scolaire. Nous voulons uniquement réclamer mon argent. Ces hommes en colère sont les employés de la TRC, société d'exploitation de bois qui a été cédée à un repreneur. La société a été liquidée sans que les employés n'aient perçu leurs arriérés de salaire. Depuis un an aujourd'hui, la société TRC a été mise en liquidation. Et chaque fois que M. Aouda, qui a été nommé par le gouvernement, nous fait des promesses fallacieuses. Il vend les engins, il vend le bois. À la fermeture de la société, le patron nous avait bien dit que ne serait-ce que le bois pouvait payer tous nos droits. Après de multiples rendez-vous sans suite, ils décident de passer à l'action. Manifestant devant les locaux de leur entreprise TRC, Transformation Reef Cameroun. C'est un mouvement qui a été prémédité à l'avant et légal. Donc nous avons déposé des préavis de grève auprès de toutes les autorités de la ville. Il nous a fait croire qu'il appelait le liquidateur. Et le liquidateur a dit qu'il arrivait. Jusqu'à présent, ça fait déjà pratiquement 2 heures du temps que nous sommes là, que le liquidateur n'est pas encore là. L'adjoint au sous-préfet de Douala 3e vient apaiser les esprits. L'autorité descendue sur les lieux promeut aux manifestants une concertation entre les différentes parties. Autre lieu et même préoccupation, les ouvriers en service au chantier de construction du futur immeuble siège de la Caisse autonome d'amortissement sont en grève depuis la fin de semaine dernière. Les grévistes revendiquent 3 mois d'arriérés de salaire. Des détails dans ce reportage signé Yannick Mbazoua. Les ouvriers de ce chantier où est construit le futur siège de la Caisse autonome d'amortissement n'en peuvent plus. Effectivement, nous avons des impayés de 3 mois de salaire. Évidemment, nous travaillons dans le siège de la CA. Et nous avons abandonné le chantier, vu que présentement, vous-même, vous voyez qu'il n'y a personne là, aucun expatrié. En dehors de ces arriérés de salaire, s'ajoute l'épineux problème de la couverture sociale à la CNPS. Les messieurs nous coupent la CNPS qui sont incapables d'aller verser. Il y a d'autres parmi nous qui s'apprêtent à aller en retraite. Vous voyez ce que ça cause comme retard. Et ceux qui ont coupé normalement notre argent sont disparus. On les appelle au téléphone, personne ne vient. Des problèmes qui ont une fois de plus amené ces ouvriers à descendre dans la rue. Le scénario auquel vous assistez est un scénario répété, c'est-à-dire que chaque mois, c'est le même mouvement. Il n'y a pas de changement. On ne sait vraiment pas sur qui s'appuyer. Pour cette énième grève, les ouvriers sont plus que déterminés à avoir gain de cause de leur plainte. Coopération bilatérale, la République de Malte a son consul général honoraire à Douala, c'est au Cameroun. Léonie Bouemba Toulou a reçu son onction de l'autorité publique locale ce lundi. Le consul général honoraire a pour mission de représenter et de garantir les intérêts de la République de Malte dans 4 régions du Cameroun. Reportage. C'est cette dame qui devra désormais assurer et même garantir les intérêts des ressortissants de la République de Malte dans les régions du littoral, du sud-ouest, du nord-ouest et du sud au Cameroun. Le gouverneur de la région du littoral, en remettant l'exécuture du consul général honoraire à Léonie Bouemba Toulou, lui a recommandé d'être le porte-étendard des ressortissants maltais résidant ou en vacances dans les 4 régions citées un peu plus haut. Contrairement à l'ambassadeur qui représente son pays auprès du pays où il a crédité, le consul est théoriquement en charge de la protection et de l'administration de ses concitoyens dans sa circonscription consulaire. Vous savez que Malte est reconnu par le secteur maritime quand même en Europe. Alors les marins maltais transitent beaucoup par le Cameroun, mais des résidents maltais, il n'y en a pas encore au Cameroun. Membre de l'Union européenne, la République de Malte est un archipel de 9 îles, dont les 2 principales sont Malte et Gozo. Situé au centre de la Méditerranée, il représente un réel potentiel, notamment dans le secteur maritime, avec un riche cheptel pour la pêche et d'un service de maintenance des avions qui peuvent susciter un attrait pour les échanges entre Malte et le Cameroun.
Donc mon travail serait également d'inciter cette belle île à ce que leurs habitants viennent visiter le Cameroun. Nous avons des programmes que nous mettrons en place, les journées maltaises et évidemment le forum économique entre Malte et Douala qui est en train de se préparer pour 2014. La République de Malte est indépendante depuis 1964 avec une superficie de 312 km² pour moins d'1 million d'habitants. La langue officielle est l'anglais. Actualité au-delà de nos frontières, en 2 escales, c'est en Égypte. Malgré les menaces et les critiques des pays occidentaux, les autorités intérimaires égyptiennes gardent leur cap de fermeté. Le général Abdel Fattah promet de mater les violences du camp pro-Morsi. Des détails avec nos confrères de TVC Monde. Ils sont peu nombreux à avoir osé braver le couvre-feu cette nuit au Caire. Et hier dimanche, l'heure n'était plus au grand rassemblement. Les frères musulmans ont annulé des manifestations, officiellement pour des raisons de sécurité. Quelques centaines de partisans de Mohamed Morsi se sont quand même rassemblés, comme ici, près de la Haute Cour constitutionnelle, mais rien de comparable avec la mobilisation de ces derniers jours. Le coup de force opéré par le pouvoir égyptien contre les frères musulmans les a considérablement affaiblis. 134 cadres de la confrérie ont été arrêtés, ses dirigeants sont pourchassés et le bilan officiel des affrontements fait état de 830 morts en 4 jours. Un bain de sang que les autorités ont tenu à justifier auprès de la communauté internationale. Point d'orgue de cette opération de communication, la sortie médiatique ce dimanche du nouvel homme fort du pays. Ceux qui pensent que la violence fera plier l'État se trompent. Nous ne resterons pas les bras croisés face à la destruction de la nation. Le message est clair, les responsables sont les frères musulmans et l'heure reste à la fermeté. Malgré cela, un geste d'apaisement, l'interdiction des milices anti-Morsi faisant justice elles-mêmes, ce qui pour l'instant ne rassure pas la population. On a peur, on est tous déprimés, on ne sait pas quoi faire. On passe nos journées à regarder les informations, on ne veut pas travailler ni jouer avec nos enfants. On a perdu notre joie de vivre. Et le climat reste tendu. 36 détenus islamistes sont morts hier asphyxiés par des gaz lacrymogènes. Selon la police, ils tentaient de s'évader du camion qui les transportait vers leur prison du Caire. Dans le Sinaï, le face-à-face entre forces de l'ordre et radicaux islamistes a coûté la vie lundi à 25 policiers. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière depuis des années. Dans la foulée, l'Égypte a fermé le poste de passage de Rafah vers la bande de Gaza. Et toujours en Égypte, des accords sur le traitement des médias occidentaux. Le pouvoir égyptien estime qu'il est en faveur des pro-Morsi. Le ministre égyptien de l'information est désormais chargé de contrôler et d'influencer l'information. Une fois encore, nos confrères de TVC Monde. Ces images de partisans pro-Morsi, le gouvernement au pouvoir ne veut plus les voir, ou du moins les contrôler. Lassé d'une couverture médiatique des journaux étrangers qu'elle juge trop engagés, la puissante armée égyptienne a décidé de prendre les choses en main. Au programme pour les journalistes occidentaux, visite de policiers blessés dans un hôpital du Caire. Tout cela sous la coupe d'un général en charge des opérations de sécurité. J'ai eu affaire à des gens violents. Ils étaient armés et très bien entraînés. Ils étaient déterminés à entrer dans notre quartier général et à tuer tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Un discours rodé, transmis par la télévision d'État. Depuis le début des affrontements, les pro-Morsi sont qualifiés de terroristes. Une image que l'armée aimerait voir diffusée un peu plus en dehors du pays. Hier, lors d'une conférence de presse, le chef de la diplomatie égyptienne a critiqué le traitement médiatique trop partisan des télévisions étrangères. Il y a une différence entre les victimes accidentelles, les victimes collatérales et les victimes qui se retrouvent prises au cœur d'un usage effréné et prémédité de la violence contre des infrastructures civiles. Un exercice de style qui vise à redorer le blason de l'armée, dont les méthodes ont été jugées excessives par de nombreux gouvernements et médias occidentaux. Et de l'information publicitaire pour refermer la première partie de ce journal. MTN Cameroun secours des handicapés visuels et autres couches vulnérables de la société, et ce à travers la caravane baptisée Back to School. Ce projet consiste en la distribution des fournitures scolaires dans 10 régions du Cameroun, et c'est le Centre des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun qui a servi de cadre à la cérémonie de lancement de cette caravane. Cérémonie au cours de laquelle des dons ont été offert à 200 jeunes. Reportage.
L'initiative est louable. Nous avons pensé à cette caravane qui va sillonner les 10 régions du Cameroun pour apporter des fournitures scolaires à des milliers d'élèves orphelins et défavorisés pour leur permettre de rentrer à l'école dès le mois de septembre. Et rien de plus important, quand la première cible de cette caravane, Back to School 2013, a été 200 jeunes handicapés visuels de 3 centres spécialisés de Yaoundé, à savoir le Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun, le Promandicam et le foyer école de Rouffignac. Un engagement de la fondation MTN à œuvrer pour une éducation inclusive. Pour insister sur l'importance de l'éducation inclusive qui permet de donner la chance à tous les jeunes Camerounais de rêver d'un avenir meilleur. Un matériel didactique adapté à leurs besoins éducatifs, reçu avec joie par les bénéficiaires. C'est un matériel onéreux, hors de portée pour plusieurs parents d'enfants non-voyants, hors de portée pour les modestes organisations comme les nôtres. Nous voulons vraiment exprimer notre gratitude à MTN pour ce choix, pour le choix du matériel et le choix des bénéficiaires. Ce matériel est onéreux, il coûte excessivement cher et on ne le trouve même pas au Cameroun. Donc cette dotation en matériel didactique, notamment des poinçons, des tablettes, des cannes blanches, ce matériel va énormément aider les déficients visuels de pensionnaires de Promandicam Association. Après Yaoundé, la caravane Back to School compte apporter des fournitures scolaires à des milliers d'orphelins, enfants défavorisés des 9 autres régions. Comme je le disais précédemment, la caravane va parcourir les 10 régions du Cameroun. Nous avons prévu 11 étapes. Celle-ci est la première étape. La deuxième étape, ce sera par exemple la ville de Kousséri et 7 communes du Logo-Nochari qui vont dans lesquelles nous allons soutenir 2100 élèves, en majorité des jeunes filles, pour leur donner accès à l'éducation. Et nous allons soutenir leur scolarité, la Fondation MTN va soutenir leur scolarité pendant 6 ans, pour leur permettre d'avoir au moins le certificat d'études primaires. Après, évidemment, nous irons dans toutes les régions du Cameroun pour apporter le même soutien à des milliers d'enfants défavorisés, dont certains sont des orphelins. En dehors de ce don en matériel scolaire, la Fondation MTN entend, au cours des 5 prochaines années, investir massivement dans la construction d'écoles, le renforcement des capacités des enseignants et la promotion de l'excellence dans l'enseignement des sciences et des nouvelles technologies. Madame, Monsieur, c'est la fin de la première partie de ce journal. Je vous invite à nous retrouver dans la seconde manche consacrée au débat. C'est juste après l'indicatif. Merci de nous retrouver dans la seconde partie de ce journal consacré au débat éducation scolaire, surtout l'association des parents d'élèves et d'enseignants. Les frais d'APE font débat dans la seconde partie de ce journal et ce soir avec nous, Nazer Nganko Nouba. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Mahobsen, et bonsoir, téléspectateurs. Voilà, vous êtes délégué de parents à l'association des parents d'élèves et d'enseignants du lycée bilingue de Daïdo, c'est dans la ville de Douala, c'est ça? Oui. En quoi consiste votre fonction ou votre rôle? Délégué de parents, cela renvoie à quoi? Délégué de parents, comme le nom l'indique déjà, nous avons été élus au cours d'une assemblée élective justement par les parents d'élèves pour les représenter au sein du comité directeur qui est un organe constitutif des APE. C'est-à-dire des associations de parents d'élèves et puis d'enseignants. Voilà, plus précisément APE-PTA, Association de parents d'élèves et d'enseignants, avec la traduction en anglais, Parent and Teachers Association. Alors, en ce moment, on note une crise. D'ailleurs, nous avons réalisé des reportages sur des dénonciations qui sont faites quant à l'augmentation des frais d'APE. On est pratiquement passé pour le compte du lycée bilingue de Daïdo du simple pratiquement au triple. Est-ce que cela se justifie? Je pense pour ma part que
que déjà il convient de souligner que je m'exprime en tant que porte-parole d'un collectif. Donc vous allez me permettre de m'exprimer justement en tant que... Le collectif qui dénonce l'augmentation, jusqu'ici on peut mettre entre guillemets non justifiée des frais d'APE. Si, collectif qui dénonce, le collectif a évoqué pour dénoncer un fait qui est beaucoup plus social qu'interpersonnel. Donc, c'est-à-dire que nous avons constaté que le président de l'APE a fait passer les frais d'APE à 30 000 francs sans le consentement d'une assemblée générale. Parce que étant délégué de parents d'élèves au lycée bilingue d'Edo, voici la 3e année, ça fait 2 ans, nous n'avons pas tenu une assemblée générale de parents d'élèves au lycée bilingue d'Edo. Alors je ne sais pas quelle est l'instance qui légitime la hausse de la redevance. Enfin, il faut même profiter de ce plateau pour corriger le terme redevance qui ne convient pas, ça c'est un autre débat, pour relever les frais de l'APE. Donc, il y a une année, les frais d'APE étaient à 8 500 francs. L'année dernière, les frais APE sont passés à 17 000. Je crois d'ailleurs qu'à ce moment-là, il y a quelques voix qui se sont levées, mais nous avons préféré taire la chose parce que nous ne maîtrisions pas encore tous les contours. Mais... Alors, d'une année à une autre, est-ce qu'on est resté au même niveau de réalisation sur le plan infrastructurel? Parce que ce qu'on vous oppose en face, c'est qu'il faut pouvoir rembourser les frais qui ont servi à la construction des immeubles, notamment au lycée bilingue de Deido. Je profite de ce plateau, M. Maobsen, avant de répondre à votre question pour exercer mon droit de réponse. Car il s'agit de préciser qu'il y a un média de la place qui avait annoncé dans son reportage la construction d'un immeuble R+2 avec 18 salles de classe, ce qui est de la désinformation. En réalité, il y avait sur ce site un bâtiment de 6 salles de classe bien construites dans les normes de l'État. Alors, on a ôté la toiture pour ajouter au-dessus 2 étages de 6 salles de classe x 2. Donc, c'est 12 salles de classe. Et pourquoi vous parlez de droit de réponse? Vous n'êtes pas indexé. Peut-être que vous êtes en train de restituer l'information comme vous pensez qu'elle puisse être. Bon, vous pouvez qualifier cela de restitution et merci pour le thème. Et en plus, je profite aussi toujours pour restituer l'information dans son contexte, que dans un média encore de la place, on a annoncé que le collectif avait été invité pour participer à une émission matinale et ils ne sont pas venus. Parlons-en de cette invitation. Bon, non, ce n'est pas le débat ce soir. Est-ce que vous avez le sentiment que le cas du lycée bilingue de Deido est exclusif? Parce qu'on remarque dans la plupart des établissements scolaires du secteur public dans la ville de Douala, ce type de dénonciation, les frais d'APE qui sont passés pratiquement du simple au double. Est-ce que cet instinct grégaire peut être justifié? Déjà, je vais dire que c'est au travers des soubresauts qui minent l'actualité de ces derniers jours que j'ai appris que c'est la même situation qui prévaut dans beaucoup d'autres établissements. Au lycée du génie militaire, par exemple. Et même dans d'autres régions. Nous particulièrement, le collectif, nous avons préféré nous intéresser au cas du lycée bilingue d'Edo parce que c'est là où nous sommes, c'est là où fréquentent nos enfants et nous maîtrisons la réalité sur le terrain après quelques années de collaboration avec le personnel de l'établissement. Et il convient d'ailleurs de profiter pour souligner qu'il ne s'agit pas d'un problème de personne à personne. Nous, le collectif, les membres du collectif, nourrissons de très bons rapports avec monsieur le proviseur, mais nous pensons simplement qu'il a été mal assisté dans sa tâche par le président de l'APE. Est-ce que le problème qui se pose n'est pas celui de la gestion de l'argent qui est collecté? Dans la plupart des associations de parents d'élèves, où on note un certain nombre de remous. Oui, bon, si vous le permettez, monsieur Fénelon, je voudrais quand même relever un certain nombre de points qui étaient le dysfonctionnement qui a été à la base de soulèvement de ce collectif. Bon, déjà, nous avons évoqué le premier point, élévation des frais d'APE sans assemblée générale. Et l'année qui vient de s'écouler, nous nous sommes rendus compte que les 2 commissaires aux comptes ont été mis à l'écart de la gestion et nous n'avons reçu aucun bilan de gestion des fonds collectés l'année dernière de la part du président de l'APE.
Les frais d'APE sont passés en 2012-2013 de 8 500 francs à 17 000 francs, encore là sans assemblée générale, et pas de présentation du projet d'établissement aux ayants droit jusqu'à présent. Le conseil d'établissement qui prévaut actuellement au lycée bilingue de Dedo n'est pas conforme dans la mesure où le mandat des délégués de l'APE, pourvoyeur de fonds, est terminé depuis plus de 2 années. Alors, n'entrons pas dans la gestion que vous pourriez critiquer peut-être à telle ou à telle autre occasion. Aujourd'hui, comment est-ce que vous caractérisez les frais d'APE à une certaine époque, ou du moins il y a un texte en vigueur qui mentionne clairement que ces frais ne sont pas obligatoires? Oui, vous savez, quand moi j'ai été admis au concours d'entrée en 6e dans un CS, il y a plus de 29 ans aujourd'hui, l'APE n'existait pas. Bon, avec l'application du plan d'ajustement structurel au Cameroun dans les années 80, vers la fin des années 80, début des années 90, on a connu une certaine situation de récession économique que le plan d'ajustement structurel avait occasionné au Cameroun. L'État doit répondre aux besoins des populations, de la masse populaire, c'est-à-dire que quand il y a un nouveau quartier qui se crée, l'État a le devoir de créer de nouveaux établissements. Et les parents d'élèves ayant pris conscience des efforts que l'État fait, a mis sur pied cette structure, association des parents d'élèves, pour assister. Rappelons que l'APE a un caractère social et non lucratif. Donc l'APE ne vient qu'en appui des actions gouvernementales. Donc, et pour revenir à la question de construction, moi je pourrais poser la question de savoir qui a commandé Est-ce que l'acquittement de ces frais est obligatoire? C'est ce qu'il faut peut-être que l'opinion puisse le savoir. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce qu'on est obligé de souscrire aux frais d'APE? D'après les textes, on pourrait dire que les frais d'APE ne sont pas obligatoires. C'est volontaire. Oui, c'est volontaire. Bon, maintenant que dans les établissements scolaires, dans la plupart des établissements scolaires du secteur public, on exige ces frais d'APE qui sont même parfois un préalable à l'inscription ordinaire. Oui. Est-ce qu'on n'est pas en situation de non-droit? Bon, je pense qu'il y a... il y a effectivement cette situation qui se pose. C'est vrai, il faut reconnaître que beaucoup parmi nous aussi, si les gens se comportent de façon citoyenne, il y en a qui ne le font pas toujours. Donc, une fois qu'on a inscrit l'enfant, on demande à un parent de payer les frais d'APE, il faut courir derrière lui, il faut courir. Bon, moi, je voudrais rappeler une chose. Si l'Assemblée générale des parents d'élèves s'est réunie et a adopté un taux d'APE en fonction des besoins présentés qui ressortent dans le projet d'établissement, à ce moment-là, chaque parent a le devoir, et non pas qui est une obligation morale, non pas une obligation formelle, tout à fait, de contribuer à ces frais pour le bon fonctionnement de ses enfants. Écoutez, nous ne sommes pas contre une évolution dans l'établissement où fréquentent nos enfants, mais simplement nous disons, il faut respecter les textes, parce que quand on va en marge des textes, c'est de nature à créer moult problèmes. Vous n'êtes pas sûr que moi qui suis sur ce plateau, je suis incapable de payer 30 000 francs pour chacun de mes enfants, mais il y a combien de parents capables de le faire? Nous sommes dans un pays pauvre et très endetté, et on sait très bien que le pouvoir d'achat est assez faible. De surcroît, on devrait être moins exigeant. Justement, de surcroît, on devrait être moins exigeant. Alors, est-ce que cette exigence ne traduit pas aujourd'hui une sorte de démission de l'État, qui a quand même un rôle régalien? Parce que si les parents d'élèves doivent se réunir pour construire des salles de classe, pour aménager ces salles de classe, pour doter l'établissement scolaire du secteur public d'un certain nombre d'infrastructures, cela veut dire qu'il y a carence quelque part. Merci pour la question, parce que là, vous me permettez de revenir à un certain point. Moi, j'ai voulu poser la question tout à l'heure, de savoir qui a commandé une construction. L'État peut-être, je ne crois pas. En tout cas, ce n'est pas l'Assemblée générale des parents, puisqu'étant membre de cette Assemblée, je n'ai pas assisté à une telle réunion. On ne peut engager une telle œuvre sans disponibilité de fonds. Je crois savoir, sauf si on va me dire le contraire, que l'État camerounais, même lorsqu'il donne un marché, même s'il ne préfinance pas ce marché, les fonds sont toujours d'abord disponibles avant que l'État accorde un marché. D'où vient-il qu'un individu s'est permis, ou un groupe d'individus, d'engager un pareil chantier?
sans disponibilité. Dans tous les cas, fonds. c'est ce qui se passe dans la majorité d'établissements scolaires où l'APE, les frais d'APE font des remous. Merci Nazer Nganko Nouba d'avoir accepté ce rendez-vous. Merci et j'aurais souhaité... Merci d'avoir accepté ce plateau. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés au thème de ce journal. Restez connectés sur les programmes d'Equinox Télévision. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Bonsoir.